Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce dimanche 6 janvier. Nous reviendrons ce soir sur la contre-attaque d'Hillary Clinton. La candidate démocrate est dans l'obligation de rebondir dès mardi lors des prochaines primaires. Et elle a fait le choix lors d'un débat télévisé hier soir de s'en prendre ouvertement à son principal adversaire, le sénateur Barack Obama, qui vient de la rejoindre dans les sondages. Autre sondage, en France cette fois avec la cote de confiance du président de la République qui baisse de 7 points. Elle passe sous la barre des 50%. Parallèlement, Ségolène Royal a dressé cette semaine les contours d'une candidature au poste de premier secrétaire du Parti socialiste. Reportage et réaction ce soir auprès des militants. C'est l'actualité politique de ce dimanche soir. Nous ferons également le point sur la situation internationale, les tensions au Kenya, l'imbroglio concernant les otages en Colombie, le ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner, qui semble être, selon une enquête, le ministre le plus populaire du gouvernement, réagira à ces questions. Il est notre invité. Les déçus du Dakar sont rentrés à la maison. Coup de blues pour certains. C'est le rêve d'une année qui a été interrompu. Un investissement personnel, mais également, vous le verrez souvent, financier. Enfin, nous tentons de comprendre comment Les Tontons Flingueurs est devenu un film culte de génération en génération. Les répliques de Michel Audiard se transmettent. Blier, Ventura, les Volfonies et le Mexicain. Bref, toute une époque à vivre ou à revivre ce soir sur France 2. Merci d'être avec nous pour l'actualité de ce dimanche et on commence ce journal par la course à la Maison-Blanche aux États-Unis à 2 jours du prochain rendez-vous des primaires dans le New Hampshire. La bataille dans le camp démocrate a pris une toute autre dimension la nuit dernière lors d'un débat télévisé. Hillary Clinton avait fait un choix clair, reprendre l'initiative et l'offensive après son échec dans l'Iowa. Sa cible, son rival, le sénateur Barack Obama. Explication, Loïc Delamornay. Sous les yeux de sa fille, Hillary Clinton serre les dents quand le présentateur lui lance « Madame Clinton, vous êtes expérimentée, mais les électeurs ont l'air d'aimer Barack Obama plus que vous. » Eh bien, cela me fait mal. Mais je vais essayer de surmonter ça. C'est vrai que le sénateur Obama a beaucoup de charme, mais je ne pense pas que je sois si méchante que cela. Je vous rassure, vous avez suffisamment de charme. Merci beaucoup. Couteau feutré, mais couteau tiré quand même. Sur la défensive, après avoir perdu les primaires de l'Iowa, Hillary Clinton attaque son jeune rival, assurant qu'elle a beaucoup plus d'expérience que lui. Le sénateur noir, lui, mise sur la nouveauté. N'essayez pas d'enjoliver et de déformer votre bilan à l'approche de ces élections. Ce que les électeurs de l'Iowa ont montré, et ce que je ressens ici dans le New Hampshire, c'est que les gens veulent une nouvelle façon de faire de la politique. Le troisième candidat important, John Edwards, vient même à la rescousse d'Obama, enfonçant le clou en accusant Hillary Clinton d'être l'agent du statu quo. Mais je veux le changement. J'en ai déjà fait et je veux continuer à en faire. Je ne fais pas que des promesses. J'ai 35 ans de changement derrière moi. Le sénateur Obama a la cote jusque chez les Républicains. Dans la même émission, Mike Huckabee, en tête pour la droite, lui rend hommage. Je crois que nous devons reconnaître que le sénateur Obama a touché les Américains au cœur de leurs préoccupations. Et si notre parti ne fait pas attention à donner aux gens de l'espoir, plutôt que de leur dire qu'il faut être contre ci ou contre ça, on va perdre cette élection. Ce soir, certains sondages commencent déjà à donner Barack Obama vainqueur après-demain dans le New Hampshire. Alors, qui a marqué des points hier soir? L'assurance d'Hillary Clinton face à la sérénité de Barack Obama. On retrouve tout de suite Alain de Chalvron aux États-Unis. Bonsoir Alain. Alors, est-ce que Hillary Clinton a repris la main face à son grand rival, Barack Obama? Non, j'ai pas l'impression que le débat ait changé complètement la donne. Alors c'est vrai que d'une façon générale, les débats ne sont pas bons pour Barack Obama. Barack Obama se présente comme le candidat du changement, de l'oxygène nouveau, celui qui sort des sentiers battus. Mais quand on le voit sur un plateau de télévision au milieu des autres candidats, eh ben, il est tout simplement un candidat comme les autres, un politicien. Et là, l'expérience, la dialectique, les qualités pédagogiques d'Hillary Clinton sont certainement un plus. Mais cela dit, c'est vrai que la dynamique créée par la victoire de Barack Obama dans l'Iowa n'est pas retombée loin de là. Les commentaires de presse sont éloquents sur ce point et les sondages aussi. L'avance qu'avait Hillary Clinton a fondu. Les deux sénateurs se retrouvent maintenant
à égalité, tout à fait à égalité, mais il reste 2 jours et 2 jours dans lesquels la dynamique va continuer à jouer. Merci Alain. Alors justement, côté maintenant républicain, on va suivre votre reportage maintenant. L'ancien pasteur Mike Huckabee, et lui est également passé du statut d'outsider à celui d'étoile montante de son camp, au cœur des enjeux, vous allez le voir, pour la droite républicaine, un vaste électorat, celui des chrétiens conservateurs. Explication donc Alain Chalvron et Marjolaine Grappe. La foi ne fait pas que m'influencer, elle me définit. Il n'y a guère qu'aux États-Unis qu'on peut voir ça. Des pubs consacrées à la foi des candidats ou des meetings électoraux dans des églises. Jamais la religion n'a imprégné ainsi une campagne. Elle seule explique la percée fulgurante du pasteur Huckabee chez les Républicains. Huckabee, chargé de faire barrage à 2 autres candidats du parti. Rudy Giuliani, 2 fois divorcé, réputé pro-avortement, pro-mariage homosexuel, inacceptable pour les évangélistes, et surtout Mitt Romney, l'ancien gouverneur du Massachusetts, dont le seul tort est d'être mormon. Les Mormons ne sont pas des chrétiens, les Mormons sont une secte. Résultat, le candidat était obligé de s'expliquer solennellement. Je ne veux pas être pasteur en chef, mais commandant en chef. En dépit de cela, la guerre des religions fait rage entre Huckabee, le protestant, et Romney, le mormon. Les démocrates font volontiers campagne dans les églises, eux aussi. Mais entre eux, point de guerre religieuse, même si l'on a tenté de faire à Barack Obama un bien étrange procès autour de la religion de son musulman de père. Baptisé à l'âge adulte, il a dû faire sa profession de foi. La foi vous dit, peu importe le passé, il y a toujours un futur meilleur devant vous. Tous, en tout cas, ont dû passer à la moulinette d'une émission spéciale foi. La foi m'a toujours donné le courage et la force de faire ce qu'il me semblait juste, en dépit de ce que les autres pouvaient penser. Ils ont même dû, c'est à peine croyable, passer au confessionnal catholique. Quel est le plus grand péché que vous ayez commis? La question a soulevé des mouvements divers, mais le candidat a tout de même dû répondre sérieusement. Il n'y a pas un seul jour au cours de mes 54 années où je n'ai pas péché. Cela n'a pas empêché ce pécheur invétéré d'arriver 2e dans l'Iowa. En France, voilà un premier sondage politique pour l'année de 2008 qui retient l'attention. Ainsi, selon une enquête CSA pour nos confrères du Parisien, la cote de confiance du président de la République tombe pour la première fois sous la barre des 50% d'opinion favorable. Nicolas Sarkozy perd ainsi 7 points par rapport au mois précédent. Sa conférence de presse de mardi sera d'autant plus attendue. 450 journalistes ont déjà été accrédités. Hélène Hugues. Première alerte. 8 mois après son entrée à l'Elysée, la popularité de Nicolas Sarkozy recule. Selon le baromètre CSA, 7 points de moins qu'en décembre. Seulement 48% des Français lui font désormais confiance. Entraîné dans la chute, François Fillon, sa cote de confiance s'effrite elle aussi, moins 3 points à 42%. Fin de l'état de grâce ou simple avertissement, Nicolas Sarkozy aura l'occasion de s'expliquer cette semaine. Son agenda de rentrée est chargé avec le marathon des vœux. Point d'orgue, après-demain 8 janvier, première conférence de presse du chef de l'État dans le plus pur style gaullien. 2 heures face à plus de 450 journalistes dans la salle des fêtes de l'Élysée. Tous les sujets seront abordés, dit-on. Pouvoir d'achat, emploi, notation des ministres et même la vie privée. Nicolas Sarkozy a promis qu'il évoquerait ses voyages avec Carla Bruni. Il était encore avec elle ce week-end en Jordanie. Confirmera-t-il l'imminence d'un mariage avec l'ex-top modèle? C'est ce que laissait entendre ce matin le journal du dimanche, avançant même la date du 9 février pour les noces. Un sondage et une baisse de confiance dans l'opinion qui ont déjà suscité quelques commentaires à droite comme à gauche. On écoute Ramayad et Laurent Fabius. Nicolas Sarkozy est encore à un niveau exceptionnellement élevé. Il l'a été depuis son élection. Il y a aujourd'hui une espèce de normalisation des sondages. Et je vous signale que les satisfaits sont encore plus nombreux que les dits mécontents. Sans doute parce qu'une bonne partie des engagements présidentiels ont été tenus. Je pense à l'immigration, à la carte judiciaire, je pense au droit au logement opposable, je pense à l'adoption du traité européen. J'ai envie de vous dire que la rupture est en marche et en 2008, elle ne s'arrêtera pas. Je crois que beaucoup de gens sont déçus et se disent... Y compris à droite ? Y compris à droite. Et se disent, au fond, on nous a raconté des balivernes. Qu'est-ce que beaucoup de gens ont gardé comme souvenir de la campagne électorale ? Je serai le président des droits de l'homme. Bon, en politique étrangère, malheureusement, ce n'est pas le cas. Je serai le président qui ne confondra pas vie privée et people, passons. Et je serai le président du pouvoir d'achat. Et évidemment, le pouvoir d'achat, il n'est pas au rendez-vous.
Du côté du Parti socialiste, justement, ira pas. La question semble tranchée depuis cette semaine. Ségolène Royal entend apparemment se présenter au poste de premier secrétaire du Parti socialiste. Une ambition qui a très vite suscité des critiques au sein de son parti. Certains craignent que la course pour 2012 commence trop tôt. Voyons ce soir ce qu'en pensent les militants. Jeff Wittenberg et Guillaume Michel les ont rencontrés. C'était à Paris aujourd'hui. Une petite phrase. J'irai jusqu'au bout de cette démarche. Et voilà le Parti socialiste qui sort un peu de son hibernation, en tout cas qui attire à nouveau les projecteurs, et pour certains militants, c'est toujours ça de prix. Jusqu'ici, le terrain médiatique il est très occupé par Nicolas Sarkozy, et le plus souvent quand on entend parler du PS, c'est quand même encore grâce à elle. C'est bien qu'on parle du PS, mais on devrait parler du PS sur son opposition à Sarkozy, sur ses propositions, et pas sur qui est candidat ou pas. Ça peut être le maire de Paris, ça peut être Ségolène Royal, ça peut être plein d'autres, mais on aimerait qu'il nous parle de fond, avant de parler de personne. En vérité, personne aujourd'hui n'a vraiment la tête à ça. Pour nous les militants, la priorité c'est pas d'élire le premier secrétaire. Car le Congrès c'est encore loin et flou. Les municipales en revanche c'est dans 2 mois et concret comme à Paris, où Bertrand Delanoë doit d'abord conserver son fauteuil. Du coup, les priorités de Ségolène Royal sont diversement appréciées. Je pense qu'elle n'a pas eu raison. Je pense que la priorité c'est d'abord d'aller sur le terrain et d'aider les candidats à présenter leurs projets. Dans ce 9e arrondissement de Paris, un militant au moins va être ennuyé. Et on a une urne qui est juste là-bas. Choix cornélien pour l'acteur Philippe Torreton, soutien actif de Ségolène Royal en 2007. En 2008, il est candidat pour Bertrand Delanoë. Je pense qu'ils sont quand même suffisamment intelligents l'un comme l'autre. Si c'est l'un et l'autre, parce que ça, il peut y avoir une troisième personne, ou une quatrième. Si c'est Ségolène Royal et Bertrand Delanoë. Pour arriver à un accord avant. Il y a encore des optimistes pour l'avenir du PS. Personne n'est en tout cas pressé de relancer la bataille interne. On peut dire qu'il n'a pas été ménagé par ses anciens amis depuis quelques mois. Arnaud Montebourg a appelé encore cette semaine à sa démission. A-t-il trouvé sa place au gouvernement? En tout cas, sa popularité, elle est toujours là. Une enquête du magazine Le Point faisait même de lui cette semaine le ministre le plus populaire. Bonsoir Bernard Kouchner. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Un mot sur ce premier point. 63% d'opinion favorable. C'est le président de la République qui va être jaloux de cette cote de popularité? Ça vous étonne? Non, mais écoutez, demandez-lui. Je ne pense pas qu'il soit jaloux, mais 63%, c'est sympathique. Ça vous a surpris? Non, ça ne me surprend pas, parce que ça fait longtemps que ça dure, mais que ça dure me surprend. Que ça puisse durer me surprend. Un mot, ce ne sont que des sondages. Le président de la République, après 8 mois, regardez la cote des précédents présidents de la République. Et puis la situation l'explique. Les Français sont inquiets. Situation économique, bien pouvoir sûr. d'achat. Oui, une idée du retour de l'inflation, du pouvoir d'achat. Donc il y aura des réponses préparées par le Premier ministre et le Président de la République. Nous verrons bien, c'est un sondage, il y en aura d'autres. Mais je comprends l'inquiétude des Français face à la situation actuelle. Certains n'ont pas hésité à dire que vous aviez du mal à trouver votre place au sein du gouvernement. Tout ça c'est oublié désormais, vous vous sentez très bien au sein de ce gouvernement? Écoutez, en tout cas les Français m'y sentent pas trop mal. Et puis ceux qui pensent que je n'y suis pas bien, j'entendrai Laurent Fabius parler de la politique des droits de l'homme. Écoutez, il n'y a qu'en France qu'on pense que la politique étrangère n'est pas réanimée. On pense partout. Lisez la presse. Le Financial Times, c'était il y a quelques jours. Lisez la presse italienne, espagnole, pakistanaise, si vous voulez bien. Tout le monde pense que nous avons repris notre place. Je pense qu'on ne doit pas écouter n'importe quoi. Défense, attaque, d'accord, c'est de la polémique. N'en parlons plus. L'idée de démission, comme Arnaud Montebourg vous le proposez? Oh, comme il est gentil, qui s'intéresse un peu aux idées qu'il propagerait. Vous savez, nous ne sommes pas toujours d'accord avec Arnaud Montebourg. Il a voté non, j'ai voté oui, etc. S'il vous plaît. Pas de polémique, pas de cruauté inutile, pas de polémique inutile, pas d'injure inutile. Je ne répondrai pas à cela. Parlons des idées, comme disaient les militants que nous avons entendus. L'épisode Kadhafi oublié, un mot? Mais pas oublié du tout. Kadhafi est allé en Espagne, tapis rouge avec le roi, celui qui a rétabli la démocratie, avec un gouvernement socialiste. Pas de polémique, parce que, c'est vrai, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, pas à moi particulièrement. En effet, il avait, par rapport à la période terroriste et à la période, comment dirais-je, d'attentat, il a retrouvé une crédibilité. C'est bien, c'est un progrès. Ça ne m'amuse pas non plus, c'est comme ça. Un mot sur la décision de Ségolène Royal de se lancer, peut-être, enfin en tout cas probablement dans la candidature au poste de premier secrétaire. C'est une bonne nouvelle pour le Parti Socialiste, vous, l'ancien membre du Parti Socialiste? Et l'ancien soutien de Ségolène Royal. Et l'ancien soutien de Ségolène Royal? Eh bien oui, on ne demande pas de changer d'avis, je ne sais pas. Ça me paraît un peu prématuré qu'on relance surtout sur des histoires personnelles.
s'il vous plaît, arrêtons de parler des histoires personnelles, arrêtons de faire la course aux photographies, peut-être parlons un petit peu de la place de la France, de la nécessité de l'énergie retrouvée et de sa place dans le succès nécessaire face à la mondialisation. Alors justement, vous restez avec nous, on va parler justement des sujets internationaux et de la situation au Kenya, où les tentatives de rapprochement entre le président Kibaki et l'opposition semblent des plus difficiles, chacun donnant l'impression de faire un pas avant d'imposer de nouvelles conditions à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. De son côté, la population, elle demeure extrêmement marquée par plusieurs jours d'affrontements. Exemple, dans le nord du pays, reportage Claude Samper, Yann Moine, c'est le grand format de ce soir. Ce sont les premiers réfugiés que nous rencontrons. Nous sommes à plus de 2 heures au nord de Nairobi. Beaucoup de femmes et des enfants. Ils viennent du nord et de l'ouest du Kenya. Tous fuient leur village où les affrontements interethniques ont été très violents. Au fur et à mesure de notre progression sur cette route du nord, nous croisons de plus en plus de camions chargés de réfugiés. Les paysages sont magnifiques. Pourtant, au-delà de ces hauts plateaux, plus de 100 000 personnes sont en train de fuir. Les plus pauvres restent au bord des routes. Ils attendent depuis des heures une solution pour partir. Les plus chanceux ou les plus riches partent en camion ou en bus. À Eldoret, notre destination finale, à plus de 6 heures au nord de Nairobi, les réfugiés ont envahi la ville. 10 000, 50 000, personne ne sait. Beaucoup ont trouvé refuge au pied de la cathédrale. Voici la famille Jackie. Cette femme est venue avec ses 7 enfants. Elle appartient à l'ethnie Kikuyu, l'ethnie du président. Elle ne sait pas où est son mari. Il s'est enfui ou il a été tué. En quelques mots, elle nous explique qu'elle vient de Kiamba, le village où 35 personnes ont été brûlées vives dans l'église. Elle habitait à côté. Elle nous raconte comment elle a réussi à se cacher, à s'enfuir. Tous ici évoquent la même histoire, les chasses à l'homme, les pillages et leur fuite avec parfois les quelques biens qu'ils ont pu sauver. En fin de journée, nous partons accompagnés d'une très forte escorte dans le secteur du village de Kiamba. Dans la campagne, les tensions restent très vives. Ici, toutes les maisons Kikuyu ont été incendiées les unes après les autres. La police vérifie s'il reste des corps. Elle cherche sans trop y croire des indices pour retrouver les coupables. Un peu plus tard, le commandant et ses hommes nous montrent l'église incendiée. On a retrouvé ici 35 corps, surtout des femmes et des enfants. Dans les cendres, on aperçoit encore quelques machettes, celles des assaillants. Le commandant Salesio est venu spécialement de Nairobi pour enquêter sur ce massacre. Depuis 20 ans dans la police, il n'avait jamais vu ça. Nous trouverons les coupables, dit-il. Nous les aurons. On mettra tous les moyens nécessaires. Aujourd'hui, les affrontements politiques et interethniques au Kenya ont pris fin. Le calme est revenu. Mais il ne sera pas facile d'oublier ce qui s'est passé. Avec plus de 100 000 personnes déplacées, le Kenya offre désormais le visage d'un pays en état de choc où tout le monde craint une reprise de la violence. Bernard Kouchner, le continent africain, voilà un continent que vous connaissez très bien. Vous avez été assez clair sur ces élections. Vous avez affirmé que les élections ont été truquées. D'abord, je vous dirais que c'est un très beau reportage. C'est important. Les élections, selon les observateurs européens que nous avions envoyés, n'ont pas été justes et il faut en tenir compte. Maintenant, voilà le président. Le président propose qu'il y ait un gouvernement d'unité nationale. Monsieur Odingba, l'opposition pour le moment refuse. Refuse. Alors, quelle est la position? Qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, une aide humanitaire, la France y participe. Il faut rétablir la paix. Il semble que le calme puisse revenir, pour le moment. Et qui a la main sur la médiation? Plutôt les États-Unis en ce moment? Oh, bah, certainement les États-Unis et les Anglais, parce que c'est bien entendu. Mais l'Union européenne aussi, monsieur, évidemment, Javier Solana s'en est occupé. Nous aussi. Ce qu'il faut faire, je crois, c'est essayer de trouver une solution entre donc, un gouvernement d'unité nationale refusé par l'opposition, laquelle pense avoir gagné. Je vous rappelle que l'élection législative et l'élection présidentielle avaient lieu le même jour, le 27 décembre. Et puis, entre ce gouvernement d'unité nationale et le retour des élections, retour aux urnes, il faut trouver une solution. Demain, le président de l'unité africaine, M. Kufuor, sera à Nairobi et nous verrons bien. Si nous pouvons jouer un rôle, nous le ferons. Autre dossier, un mot. Non, oui, un mot. Nous envoyons des observateurs maintenant partout. C'est un progrès. Regardez ce qui s'est passé en Géorgie. Les observateurs ont dit les élections ne sont pas mal déroulées. Ce qui s'est passé au Kenya, le contraire. Au Pakistan, qu'est-ce qu'on va faire? Nous en revenons. Et je pense que là aussi, l'Union européenne va proposer, ça a été accepté hier, ce n'est pas encore fait, de suivre l'enquête de façon très précise avec un groupe d'intellectuels, de policiers, de juges, etc., qui pourraient
garantir ou qui pourrait non pas contrôler, mais accompagner, c'est pour accompagner l'enquête sur l'assassinat de Mme Benazir Bhutto. Nous jouons un rôle à chaque fois, et la France en particulier. Alors, autre dossier, la Colombie. On avait cru espérer à un moment donné que la situation évoluait, que le sort des otages au moment de la période de Noël. L'imbroglio, l'affaire qui concerne le petit Emmanuel. Est-ce qu'on est pessimiste désormais sur le sort des otages? Est-ce que vous êtes un peu plus pessimiste qu'il y a quelques semaines, peut-être? Il est regrettable que l'entreprise de M. Chavez, que la France a sollicité, ait été interrompue au moment où nous pensions pouvoir assister à la libération de 3 otages, dont le petit Emmanuel. Alors le petit Emmanuel, d'abord il y a une compétition entre M. Chavez et Uribe, compétition politique, compétition localement très animée. Vous n'avez plus confiance en Hugo Chavez désormais pour cette négociation? Il faut continuer, il faut absolument réconcilier, ou en tout cas faire que de cette animosité naisse une dynamique qui profitera à Ilgrine Bettencourt et aux autres otages. Donc pour cette fois, c'est M. Uribe qui a contre-attaqué en disant « Mais enfin, vous voulez libérer le petit Emmanuel, il est en Colombie, il est dans la capitale depuis longtemps. » Bon, c'est un épisode qui voit un effacement de M. Chavez qui va revenir probablement. Ce soir, vous pouvez nous dire que les fils du dialogue ne sont pas rompus? Sûrement pas, et si la France, pas une diplomatie immobile, comme je l'ai entendu, avec des ricanements intérieurs, personne ne s'occupait d'Ingrid Bettencourt et des otages du FARC avant que la France n'intervienne. Message du président de la République. Tous les présidents latino-américains sont maintenant en mouvement. Qu'est-ce qu'on attend de nous de plus? Encore une fois, vous lire les yeux. Oui, enfin, je ne peux pas rien garantir. Mais nous continuons. Un mot des 2 otages français, 2 journalistes arrêtés le 17 décembre au Niger. Oui, et vous suivez ce dossier? Bien entendu, non seulement ça, mais je pense que... Enfin, je ne peux rien garantir. Thomas Dandois et Pierre Cresson. Il faut à chaque fois que nous nous acharnons, et souvent avec succès. Il y a des journalistes qui sont arrêtés de plus en plus, des humanitaires qui sont tués de plus en plus. C'est une préoccupation constante des personnels du Quai d'Orsay. Merci Bernard Kouchner. Prenons la direction de l'Italie maintenant. Je vous en parlais hier. Naples et sa région restent totalement submergées par les poubelles qui s'entassent. Les riverains d'une décharge de la banlieue de la ville s'étaient hier mobilisés face à la police. Ils étaient aujourd'hui à nouveau dans la rue. Reportage sur place, Samassoula et Karine Guillaumin. Des mères de famille du quartier en tête, c'est toute la commune de Pianura, 90 000 habitants dans l'ouest de Naples, qui manifestent ce soir contre la réouverture d'une décharge d'ordures à l'entrée de leur ville. Non à la décharge, crient ces femmes, devant les forces de l'ordre venues en renfort pour protéger l'accès à la décharge. Je suis là pour dire que je ne veux pas de ces ordures chez nous. Nous sommes la honte de toute l'Italie. On se défendra jusqu'au bout pour que ces ordures soient déposées dans le jardin de nos hommes politiques et pas chez nous. Applaudissements, le quartier voisin est venu les soutenir. Cette décharge, c'est la solution apportée par les autorités pour répondre dans l'urgence à la crise des ordures qui s'entassent dans les rues de Naples, 3700 tonnes depuis Noël. Une gestion catastrophique depuis plus de 10 ans, liée à l'infiltration de la mafia locale dans le traitement des déchets. Quand on a fermé la décharge il y a 14 ans, on disait que c'était nocif. Alors pourquoi on la rouvre aujourd'hui ? Moi j'ai grandi dans les ordures, alors 40 ans d'ordures, vraiment ça suffit. C'est plein de dioxines, on ne veut pas de ça pour nos enfants, on a peur. On est prêt à s'enchaîner, à se coucher sur l'asphalte, mais cette décharge, elle n'ouvrira pas. La résistance s'organise. Hier, les habitants se sont violemment affrontés avec les forces de l'ordre. Ils voulaient empêcher l'entrée dans la décharge de camions qui doivent préparer sa mise en route. Les habitants de Pianura se préparent à une nouvelle nuit de siège devant la décharge, bien déterminés à ne pas accueillir sous leurs fenêtres les poubelles de la discorde napolitaine. Retour en France, la régie immobilière de Paris s'apprête dès demain à lancer son opération vérité sur les logements de standing à loyer modéré. Cette opération intervient quelques semaines seulement après l'affaire de l'appartement du directeur de cabinet de Christine Boutin qui bénéficiait d'un de ces logements et qui a dû démissionner. Alors, où sont les excès? Combien d'appartements et de locataires sont concernés? Début de réponse avec Jean-François Firet et Mathias Barois. État des lieux général dans les beaux quartiers de la capitale. La RIVP, la Régie immobilière de la ville de Paris, va inspecter 315 de ses logements les plus luxueux. Son président entend faire le grand ménage, dénoncer les situations abusives. Je veux parler par exemple de cas où un appartement a été sous-loué, le cas d'appartement avec une occupation par autrui, ou même de cas où le titulaire du bail a
signé 2 baux, ce qu'on appelle les doubles baux. Donc là, ces situations-là sont anormales, contraires d'ailleurs au bail signé par le locataire, contraires à la loi. Visé notamment Jean-Paul Bolufer, l'ancien directeur de cabinet de la ministre du Logement, récemment épinglé. Au 81 boulevard de Port-Royal, il loue à la RIVP un maxi-appartement de 190 mètres carrés pour un loyer mini, 1 200 € par mois, 4 fois moins que le prix du marché. Un loyer libre, tout à fait légal. Mais Jean-Paul Bolufer est surtout soupçonné d'avoir sous-loué son logement. Lui se défend, la RIVP maintient son accusation. Je considère qu'il est dans une situation illégale, anormale, et j'entends engager une procédure de résiliation de son bail dans les semaines qui viennent. Le cas Bolufer, un exemple pour qui des avocats, des hauts fonctionnaires, des anciens préfets habitent ces appartements. La situation de l'ex-ministre Jean-Pierre Chevènement est entre autres jugée délicate. Mais la régie immobilière de la ville de Paris prévient, elle ne livrera pas les noms des bénéficiaires. Cette information maintenant qui nous est parvenue en fin d'après-midi, 6 spéléologues qui étaient entrés ce matin dans un gouffre situé dans le Doubs, à 25 km de Besançon, demeurent ce soir toujours coincés sous terre. Pourtant, expérimentés, ils ont été surpris, semble-t-il, par la montée des eaux. Jenny Briffa. Ils sont entrés ce matin à 6 h dans ce gouffre. Les 6 spéléologues devaient en ressortir 6 km plus loin, à midi. Mais pour l'instant, ils n'ont donné aucun signe de vie. Rapidement, les pompiers sont intervenus car de fortes pluies se sont abattues sur la région et une partie du réseau souterrain est inondée. Nous venons de joindre par téléphone le capitaine des pompiers qui fait le point sur la situation. On n'a toujours aucun contact avec les 6 spéléologues qui sont coincés sous terre. On a engagé des équipes de spéléologues par le point d'entrée et par le point par lequel ils auraient dû sortir pour essayer de prendre contact avec eux. Mais malheureusement pour nous, une bonne partie du réseau est inondée. Les 6 spéléologues sont expérimentés et connus dans la région. Certains secouristes sont donc confiants. Ce qui est probable, c'est que c'est des bons spéléos. Ayant vu l'eau monter, ils se sont mis à l'abri dans une salle. Les opérations de secours vont se poursuivre toute la nuit, mais de nouvelles pluies sont attendues. Le niveau d'eau ne devrait donc pas descendre avant au moins demain midi. Dans les Pyrénées-Atlantiques, le tunnel du Somport qui rallie la France à l'Espagne sera fermé toute la semaine prochaine. La raison de cette fermeture, l'effondrement d'un pan de falaise. 3 communes sont d'ailleurs coupées de la vallée. Quelle est la situation ce soir pour les habitants? Reportage sur place, Antoine Gaveau et Nicolas Auer. Les rochers du haut de la falaise ont disparu. Ils bloquent maintenant la route en contrebas. Des centaines de mètres cubes de pierre sur la nationale 134. Et un problème au bout de la route, 3 villages sont désormais totalement coupés du monde. Là, c'est la seule route pour y accéder. Vous avez vu, c'est une vallée extrêmement encaissée. Il y a juste la place pour la route et le gave, quoi. Plus d'accès, qu'à cela ne tienne ici, on trouve toujours des solutions. Quitte à passer par l'ancienne voie de chemin de fer, désaffectée depuis 30 ans, et emprunter sur 300 mètres le tunnel où passaient les trains pour rejoindre la vallée. C'est joli, en plus, les voûtes, tout ça, on découvre quelque chose et c'est sympa. Moi, je trouve, non, moi, ça me dérange pas. La voie ferrée est pratique pour ça, mais enfin, c'est pas évident, quoi. Pas évident, et en plus cela risque de durer. Au moins 5 jours, le temps de dégager toutes les pierres. Alors peu à peu, les habitants s'organisent. Pour une fois dans cette famille, le pot-au-feu dominical a par exemple été fait avec des produits surgelés. À 300 mètres avec 20 litres de pétrole sur le dos, plus le sac à dos avec la nourriture. Au début c'est marrant, ça fait rigoler, mais après bon, c'est pas ça. Alors pour tenir le coup, les villageois s'entraident. La solidarité montagnarde ici, on a l'habitude. Toute l'année, on se donne un coup de main, parce qu'on n'a pas le RER ni le métro qui passe. Donc toute l'année, on se serre les coudes, mais là encore plus. Autre problème, demain, c'est la rentrée des classes et les bus scolaires attendront à l'autre bout du tunnel. Alors cet après-midi, les bénévoles se sont mis à la tâche pour le sécuriser. Ah bien, nous sommes en train de mettre l'éclairage, il faut éclairer ce tunnel ferroviaire. Comme ça va permettre demain matin, en toute sécurité, de faire passer les lycéens à 7 h du matin. Il fait nuit. Un drôle de chemin d'école en perspective, en espérant quand même qu'il ne dure pas trop longtemps. Le Dakar a donc été annulé pour la première fois de son histoire et pour raison de sécurité. Ils étaient des centaines de professionnels mobilisés pour ce 30e anniversaire, mais aussi des centaines d'amateurs. Fans d'aventure, un rêve pour beaucoup et une première pour ce chef d'entreprise de Lille qui préparait ce rendez-vous depuis 1 an. Reportage Marianne Mas, Dominique Mas. Image incongrue que ces déçus du Dakar qui rentrent chez eux un jour de fin de vacances. Et pourtant, ils étaient nombreux aujourd'hui à remonter de Lisbonne. Parti hier matin avec ses 3 équipiers, le motard Pierre Cherpin aurait préféré le spectacle des dunes à celui des terrils.
Mais il a bien dû se résoudre à finir une aventure qui n'a jamais commencé. Nous, la veille, on ne savait rien. Un ami motard m'a prévenu à 11 h du matin, comme quoi les dernières motos ne passaient pas le contrôle technique. Donc là, on a compris que s'il n'y avait pas de contrôle technique, c'est que c'était terminé. Alors, départ à 5 h 30, bon, se serait levé donc à 4 h 30. Un dernier coup d'œil au roadbook avant de rentrer à la maison. Il fallait pas rentrer si tôt. Bah oui, t'aurais été plus tranquille. Le comité d'accueil est là, mais le héros de la famille n'aura même pas eu l'occasion de déballer sa malle à trésor au bivouac. Et même s'il n'est qu'amateur, autour de lui, ce Dakar avorté fait beaucoup de déçus. Son équipe d'abord, avec qui il prépare la course depuis plus d'1 an, et bien sûr son fan club. En même temps, moi j'aurais bien voulu qu'il finisse, mais bon. Moi, ce qui me déçoit, c'est que c'est pour mon premier Dakar. Donc cette histoire en fait de faire le Dakar et de se dire de faire partie de cette petite famille de Dakar, moi j'en ferai jamais partie parce que le rallye n'existera plus. En tout cas, ce ne sera jamais plus comme avant, mais le motard pense déjà à l'édition 2009, même si côté finance, celle-ci lui aura coûté plusieurs milliers d'euros. Les conséquences, je pense, financières pour tout le monde sont très très importantes et pour ramener tous les pilotes à nouveau en course, il va falloir proposer quelque chose d'alléchant. Et ASO va le faire, et donc moi j'en ferai partie pour 2009. S'ils organisent quelque chose, je partirai. Et parce que l'appel du sable est le plus fort, dès demain il s'inscrit à l'Enduropal du Touquet pour début février. Pas tout à fait le même genre d'aventure. C'est pas mal quand même. La 4e édition de la Grande Odyssée, voilà une course de chiens de traîneau qui est en train de s'imposer. On y vient du monde entier. Au programme, plus de 1000 km à parcourir dans les Alpes et dans la neige. Une véritable épreuve sportive pour les conducteurs des attelages. À Avoriaz, on retrouve Virginie Fichet et Olivier Jacquelin. La neige est leur élément. La course, leur raison d'être. Mais ici, ils flairent l'aventure. Une odyssée de 1000 km de sommet en sommet. 25 000 mètres de dénivelé à courir en 10 jours, le défi est unique. Il a un peu gonflé. Ouais, et je pense qu'il a compensé, tu vois, parce qu'il s'est abîmé le coussinet, là, c'est guéri. Balto ne courra pas aujourd'hui. Catherine Matisse, la musher de l'attelage, préfère préserver ce puissant tracteur, comme elle dit. Habituée des courses de sprint depuis 15 ans, c'est sa 2e participation à ce marathon des neiges, un rêve de musher. Ça n'a rien à voir avec le mushing traditionnel tel qu'on peut le concevoir, où les gens partent sur 12 km, où c'est à fond tout le temps. Là, on passe vraiment du temps avec ces chiens, on est sur la piste, on partage vraiment encore plus de choses avec eux. Pour affronter les Alpes, Catherine s'est mise à la course à pied au semi-marathon même. Car ici, les chiens restent des athlètes de haut niveau, mais leurs maîtres deviennent de véritables stratèges de l'effort. Si les chiens sont bons, ça suffit pas. Il faut un musher qui soit très fort physiquement déjà, et puis aussi très fort techniquement, parce que qui dit montée dit descente, et en l'occurrence dans les descentes, il faut savoir extrêmement bien gérer son attelage, son traîneau. Venu du Québec, Christian Duchesne doit surmonter une difficulté supplémentaire, lui qui pratique d'ordinaire dans les grands espaces et surtout les grands froids. Moins 30, c'est pas froid, moi moins 30, je suis inhumain. On est habitué. Mais pour les autres, c'est ça qui va, d'après moi, je pense, ça va être la plus grosse difficulté de la Grande Odyssée, la chaleur. À l'heure du départ, les chiens s'excitent autant que les mushers se concentrent. Ce soir, c'est Catherine qui part la première. Elle fait ses dernières recommandations. Tu parles? Tu dis que je compte sur lui? Après une étape de 60 km, les attelages ont rejoint le bivouac. Le premier test est passé. Sport toujours, avec la fin des 32e de finale de la Coupe de France. L'Olympique Lyonnais a fêté dignement le retour de Grégory Coupé en s'imposant sans surprise 4-0 sur Créteil. Avec, vous le voyez, un triplé de Benzema et un but de Juninho. Voilà, autre résultat, Toulouse qui a été battu 2-1 par le Paris FC, un club de national. La page cinéma maintenant avec la sortie mercredi d'un thriller psychologique. Comment continuer à vivre quand on se retrouve du jour au lendemain avec un contrat sur le dos? C'est un rendez-vous avec la mort auquel se trouve confronté Gilbert Melki dans Le Tueur. Reportage Emmanuel Lambert et Pascal Stelletta. Une belle petite fille, une jolie femme, un bon boulot. La vie de Léo Zimmerman semble idéale. Pourtant, il se sait condamné par une maladie. Il lui reste 4 mois à vivre. Papa, oh, je te parle. C'est quelqu'un qui accepte ça, qui accepte son destin et qui a trouvé une solution pour disparaître. Cette solution, c'est d'engager un tueur à gages parce qu'il n'a pas le courage de se suicider. Le tueur, un jeune paumé, pose ses valises à Paris. Il n'est au courant de rien, bien évidemment. C'est un homme encore relativement jeune et qui en même temps
On le sent déjà au bout du rouleau. Comme si de donner la mort, ça l'avait lui-même meurtri. Fantomatique, froid, lisse, le tueur manque sa cible à plusieurs reprises. Dans un sursaut de survie, Zimmermann lui propose un pacte. Laisse-moi jusqu'à samedi. Pourquoi le faire avant? Profite un peu de la ville. T'as bien jusqu'à samedi. Le tueur, c'est le premier long métrage de Cédric Angé, scénariste du Petit Lieutenant. Après le jeune flic, le réalisateur explore la figure opposée, celle du jeune criminel. J'ai rencontré plusieurs personnes qui étaient un peu hors la loi, des choses comme ça, que ce soit des braqueurs ou des gens comme ça. J'ai toujours vu qu'il y avait une part d'enfance chez eux. Il y avait quelque chose qui était encore un peu adolescent. Ils n'étaient pas totalement adultes. On s'est confié. C'était bien. C'est même toi qui disais que c'était important d'avoir quelqu'un à qui on peut dire des secrets. Moi, je t'ai dit des trucs que j'avais dit à personne. Tuer le temps, tuer l'autre, tuer l'ennui. Cédric Angé vous donne un terrible rendez-vous. Quand la mort rôde, impossible de lui échapper. Allez, vas-y. Fais-le maintenant, vas-y. Fais-le maintenant, putain. Et comme chaque dimanche, nous faisons le point sur le box-office des sorties cinéma de la semaine en France. En tête, Alien contre Predator 2, un film d'horreur américain. Le dernier, Ken Loach, fait un beau démarrage. It's a Free World dénonce l'exploitation en Grande-Bretagne des immigrés venus de l'Est, des pays de l'Est. Un film de science-fiction français ensuite, Dante 01, signé Marc Caro. Enfin, Le Chantage, un thriller troublant avec Pierce Brosnan. Parlez-vous le Audiard? Si oui, vous connaissez obligatoirement déjà Raoul, les Wolfoni, Madame Mado et autres Teddy de Montréal. Une galerie de portraits, les héros des Tontons Flingueurs. Un film culte qui n'arrive pas à vieillir. La raison de tout cela, difficile à dire. L'époque, les acteurs et les répliques. Une belle addition. Ce soir, France 2 vous propose de vivre ou revivre les aventures de Lino Ventura. Avant cela, tentons de comprendre à quoi tient un tel succès. Isabelle Bechler et Frédéric Bazir. Tiens. Vous avez sorti le vitriol? Ah, faut reconnaître. J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. 5 tronches dans une cuisine, les Tontons Flingueurs doivent sans doute leur longévité à la truculence des dialogues d'Audiard. J'y trouve un goût de pomme. Il y en a. Allez. Avec son instinct fantastique, Ventura avait senti le moment d'exception. Quand ils ont tourné la fameuse scène de la cuisine, qui est devenue un mythe, il est rentré à 4 h du matin et il a réveillé maman, il lui a dit « Odette, on vient de filmer la scène du siècle ». Il en pleurait de rire. Happy birthday. Est-ce grâce au gros plan qui amplifiait les dialogues ou grâce au rythme des bourre-pifs? Les Tontons ont trouvé une alchimie. Pour moi, c'est un miracle. C'est le petit Jésus qui était coproducteur. Et qu'en ce début de l'année, on reprojette les Tontons Flingueurs, je me sens un type formidable. Parce que c'est peut-être pas du Louis XVI. Non, c'est du Louis XV. Remarquez, vous n'êtes pas tombé loin. Mais... Seul survivant français du casting, Claude Rich en redemande. Je m'oblige à te le dire, ton Antoine commence à me le briser menu. J'ai vu des jeunes qui appelaient Antoine, Antoine. Alors je me retournais vers eux, je disais non, c'est Claude. Et puis ils me récitaient les tirades. Je me disais mais de quoi il parle? Et puis tout d'un coup, il me disait les Tontons Flingueurs. Ça faisait 40 ans qu'on n'avait pas joué ce film. Je citerai simplement une phrase du film. C'est fou, cette manie que les marins ont de faire des phrases. Et là, je pense qu'il vaut mieux que j'arrête de parler. Oui, parce que vous allez tomber à la baille. Oui. Vous reprendrez bien un petit verre de vitriol? Avant de refermer ce journal, je vous rappelle cette information. 6 spéléologues sont toujours bloqués dans un gouffre du Doubs, près de Besançon. Malgré leur expérience, ils ont apparemment été surpris par la montée des eaux. Voilà pour l'actualité de ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo, Valérie Alexandre, 20h50, donc cinéma avec les Tontons Flingueurs. Vous retrouvez dès demain pour l'information Élise Lucet et David Pujadas. Très belle semaine à vous. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.